contre les inégalités sociales et territoriales. Nous avons besoin d'eux. La ville de Wattrelos a toujours affirmé un soutien inconditionnel à ses centres sociaux, à ses usagers, à ses salariés, mais aussi aux bénévoles. Son soutien financier est chaque année renouvelé. Dans la nouvelle phase de contractualisation qui s'annonce, Wattrelos sera d'ailleurs une des rares communes à mettre en œuvre une convention d'objectifs pluriannuels pour les financements politiques de la ville. Par ce vœu, le conseil municipal appelle à réunir villes, centres sociaux, partenaires publics financeurs pour envisager les moyens de développer notre politique sociale, a donc un rendez-vous de l'ensemble des financeurs des centres sociaux pour assurer une lisibilité des financements à long terme et à l'avenir durable de nos centres sociaux, à avoir une réflexion commune pour construire ensemble un pacte de coopération avec les pouvoirs publics et surtout un modèle économique renouvelé en cohérence avec les besoins sociaux du territoire sur la base d'un projet partagé spécifique à chacun des centres sociaux de notre territoire. Tel est notre vœu. Merci, Madame Chantry, de cette présentation. Alors, y a-t-il des demandes d'intervention, Monsieur Ricci? Oh, pardon, allez-y, repoussez le bouton. Oui, rapidement, un mot. L'association des centres sociaux et nos centres sociaux en particulier sont ravis et heureux de soutenir d'abord et de présenter ce vœu conjointement. Vous savez les difficultés rencontrées par les centres sociaux en général et nos centres sociaux à Wattrelos en particulier sur notamment la pérennisation des financements et une visibilité pluriannuelle de ces financements. Et nous sommes ravis de lire à travers ce vœu la réunion des différents financeurs réunis autour d'une table pour nous permettre d'envisager l'avenir à moyen terme et à long terme. Merci. Merci, cher monsieur. Vous aurez remarqué, je le dis puisque j'ai annoncé monsieur Ricci, mais c'est monsieur Chayani qui s'est exprimé, je le dis pour nos amis de la prise de vue et pour nos auditeurs que je salue d'ailleurs. Voilà. Alors, monsieur Soyer, une observation, une explication de vote? Je voulais simplement dire que je soutiens moi aussi ce vœu et je soutiens bien sûr l'association des centres sociaux et leur apporte tout mon soutien. Donc c'est pas non, c'est oui, si j'ai bien compris. Voilà. Monsieur Godeau. Ah ben attendez, poussez votre bouton, hein, je vous enregistre. Oui, donc ce sera oui également. Nous soutenons également les centres sociaux sans aucun souci. Très bien. Écoutez, M. Chayani, vous savez que cette ambition que vous décrivez est la nôtre aussi, c'est la mienne en particulier, c'est la nôtre aussi dans notre majorité. Et donc, je vais donc mettre aux voix, conformément à l'article 28 du règlement intérieur du Conseil municipal, le vœu qui a été présenté et fort bien lu aussi par Mme Chantry, qui met tout son cœur dans la représentation de notre équipe municipale au sein du CA, d'ailleurs des centres sociaux. Et d'ordinaire, je fais voter négativement ou les abstentions. Je vais plutôt la faire voter ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Merci. Y a-t-il des votes contre? J'ai cru comprendre que non. Y a-t-il des abstentions? J'ai cru comprendre que non. Écoutez, je pense que M. Chayani se veut à l'unanimité du Conseil municipal dans le contexte aujourd'hui qui est celui globalement, d'ailleurs, des centres sociaux, ne peut que réjouir celles et ceux qui œuvrent chaque jour à la satisfaction des besoins sociaux de nos quartiers, que ce soit ici ou ailleurs. Bien, alors quelques informations de notre Haut Conseil municipal que je voudrais donc vous donner. En vertu de l'article L 21 23 24 1 du Code général des collectivités territoriales, vous avez pu trouver sur vos tables, enfin je pense, le tableau d'état annuel des indemnités dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de leur mandat en 1923. Cet état doit vous être communiqué avant l'examen du budget de la commune. Il l'est donc. Je vous signale également la mise à disposition d'agents municipaux, comme chaque année d'ailleurs dans les associations. Le décret numéro 2008-580 du 18 juin 2008 permet à un organisme contribuant
à la mise en œuvre de la politique d'une collectivité territoriale pour l'exercice d'une mission de service public de bénéficier d'une mise à disposition d'agents publics. Cette mise à disposition donne lieu à un remboursement de la rémunération de l'agent, elle donne lieu à une convention et à un arrêté individuel. Le conseil municipal est préalablement informé de cette convention. C'est ce que je fais par la présente communication. Et je signale aussi qu'une convention sera établie entre la commune de Wattrelos et donc l'association Comité des œuvres sociales pour la mise à disposition d'un agent de la filière administrative ou technique, l'association Wattrelos Tennis Club pour la mise à disposition d'un éducateur territorial des activités physiques et sportives, enfin l'association Co-Handball pour la mise à disposition d'un éducateur territorial des activités physiques et sportives. Voilà pour les informations préalables à notre séance. J'en appelle donc l'ordre du jour. Je soumets à l'Assemblée l'organisation suivante des débats sur les projets de délibération qui a été concertés avec les responsables de groupe. Si je ne me suis pas trompé dans le report, une intervention du groupe Avec vous pour Wattrelos sur le rapport numéro 5, 2 interventions du groupe Wattrelos passionnément de se soyer sur les rapports 5 et 15, c'est cela ? Bon. Et 2 interventions du groupe Rassemblement National Wattrelos, M. Godeau, sur les rapports 5 et 13. C'est cela aussi ? Bien, je n'ai pas eu connaissance d'autres demandes d'intervention et ça vient de se confirmer. Y en a-t-il d'autres ? Non. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'objection, je considère donc cet ordre du jour validé et je l'appelle sans plus tarder. Je précise que les rapports présentés ont été soumis, comme à l'accoutumée, à l'examen des commissions d'abord finances, économie et administration générale et d'autre part développement durable, urbanisme et travaux. Madame De Smet, vous avez les rapports numéros 1 à 3. Merci. Merci, Monsieur le maire. Délibération numéro 1. Conformément à la loi du 4 août 2014, comme chaque année, il m'appartient, Monsieur le maire, mes chers collègues, de présenter préalablement au débat budgétaire le rapport de la situation en matière d'égalité hommes-femmes de notre ville. Il s'agit ici du rapport pour l'année 2022. Il a été préalablement présenté au comité social technique cette semaine. Ce rapport présente donc la politique ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité hommes-femmes. Il permet de faire le point sur la situation au sein de notre collectivité, de distinguer les bonnes pratiques et déterminer les axes d'amélioration. C'est certes une obligation légale, mais la ville de Wattrelos est convaincue que l'égalité entre les femmes et les hommes participe de l'équilibre démocratique dont la mixité et la parité sont les composantes. Notre commune fait apparaître un bilan dont elle peut être fière. L'équilibre homme-femme est totalement respecté. 48% de nos agents sont des hommes, 52% sont des femmes. En moyenne, 57% des postes de cadre A sont occupés par des femmes. Cet équilibre est également respecté dans le cadre des avancements de grade. Le nombre de femmes à suivre les préparations au concours est en nette augmentation. La ville est dotée par ailleurs d'une feuille de route pluriannuelle qui vise à rendre cohérente et visible sa politique en matière d'égalité, tout en valorisant les actions déjà conduites au sein de la collectivité avec des engagements forts. Continuer à développer une culture commune de l'égalité homme-femme, faire vivre l'égalité tout au long des parcours professionnels, faire de Wattrelos une collectivité engagée pour l'égalité homme-femme, prévenir et agir contre toutes les formes de violence ou de discrimination. Délibération numéro 2. Suite aux mouvements intervenus dans nos effectifs, les départs, retraites, recrutements, aux avancements de grade et aux promotions internes, il convient de modifier le tableau des effectifs de la collectivité par la création et la suppression de postes pour être au plus près de la réalité. C'est l'objet de cette délibération. La délibération numéro 3 est une délibération traditionnelle pour permettre le versement de l'acompte de la participation financière de la ville dans le cadre de la convention territoriale globale qui nous lie avec la Caisse d'allocation familiale. Le versement aura lieu aux 2 associations, Acti-Jeunes et Centres sociaux, représentant 70% du montant des actions. J'en ai fini, Monsieur le maire. Merci, madame. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Néanmoins, je précise que pour le rapport numéro 3, monsieur Chayani, qui considérera vraiment que je vais l'empêcher de voter à chaque séance, mais en même temps, cela est bien légitime au regard des risques juridiques. Monsieur Chayani, disais-je, signataire de la Convention pour l'association des centres sociaux, ne prendra pas part au vote.
Voilà. Y a-t-il des votes spécifiques? Bon, je vais les faire dans l'ordre d'ailleurs. Sur le rapport numéro 1, des votes contre? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Sur le rapport numéro 2, des votes contre? Abstentions? Adopté à l'unanimité. Sur le rapport numéro 3, des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, moins M. Chaielly. Voilà, merci madame. Nous arrivons au rapport numéro 4 et 11 qui sont placés sous mon thème puisqu'il s'agit des rapports financiers. Et je voudrais d'abord vous présenter les rapports 4 et 5 qui sont respectivement le rapport 4, la fixation des taux d'imposition, et le rapport 5, il s'agit du budget communal. Pour vous exposer les grandes orientations générales de ce budget 2024, je vous propose, comme à l'accoutumée, une présentation numérique et j'attends donc qu'on puisse la lancer avant que de pouvoir la commencer. Ça y est, les mouvements sont... C'est pas facile pour ceux qui sont ici, hein, je le reconnais. Ah oui, il va peut-être falloir... Je crois que c'est un petit peu flou, là, non? Ah oui, là, par contre, c'est compliqué pour moi, vous voyez, c'est... peut-être... Non, ça va pas, là, j'ai un petit problème. Merci. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose au troisième rang? Oui? Bien, bah, écoutez, je vous propose donc de commencer cette présentation du budget primitif 2024. Un budget que je vous présenterai comme à l'accoutumée en 3 parties. D'abord en évoquant la toile de fond de ce budget 2024, une toile de fond évidemment qui repose sur ces tensions géopolitiques dont nous souffrons bien trop, qui ont des fortes conséquences économiques directes et indirectes, et on examinera, comme à l'accoutumée aussi, le contexte économique, puis le contexte législatif, et j'ajouterai d'ailleurs réglementaire. Je présenterai aussi très rapidement les comptes de l'année 2023, qui auront été des comptes résilients face à la poussée des dépenses exogènes que nous avons connues, et des comptes 2023 résilients, ce qui nous donne du coup un socle solide pour la construction du budget 2024. Je détaillerai ainsi l'effort d'économie de gestion et la bonne tenue des recettes qui ont permis de faire face à une poussée, disais-je, des dépenses exogènes d'abord, puis ensuite on évoquera l'amélioration du résultat tel que se solde l'exercice 2023. Et enfin, précisément, on fera un point sur le matelas de la ville qui continue de donner à nos comptes une bonne assise. Enfin, et troisièmement, j'allais dire le gros volet de cette présentation, la carte d'identité du budget 2024. Et avec, là aussi, 3 focus. Le premier sur les invariants stratégiques majeurs de ce budget 2024, c'est la baisse de la fiscalité et la poursuite de la baisse de l'endettement. Le deuxième volet évoquait le budget 2024 dans sa dimension de fonctionnement, un budget qui est en baisse de moins 0,9%, mais avec un autofinancement préservé. Et enfin, évidemment, je ferai un focus sur les investissements de l'année 2024 qui sont conformes à nos engagements. Alors, premier élément, la toile de fond du budget 2024, je le disais, les tensions géopolitiques qui ont de fortes conséquences économiques directes et indirectes. Arrêtons-nous très rapidement sur le contexte économique. Je l'ai déjà évoqué au moment du rapport d'orientation budgétaire et depuis 2 mois, il n'a guère varié dans ses tendances. Rappelez d'abord les 3 boulets qui entravent la croissance mondiale, une inflation persistante. Au niveau mondial, elle devrait être de 5,8% en 2024, après 6,8% en 2023 et 4,4% en 2022. Elle s'infléchit, mais elle reste encore importante. Des taux d'intérêt élevés, c'est les politiques monétaires qui sont menées justement pour freiner la croissance de cette inflation. Et on ne peut pas penser qu'il y aurait un assouplissement monétaire, c'est-à-dire une détente des taux d'intérêt avant le second semestre, d'ailleurs qu'il s'agisse des économies dominantes des États-Unis et de la zone euro. Donc des taux d'intérêt qui vont rester élevés au moins sur la première partie de l'année. Enfin, une lourde dette publique des principaux États, une lourde dette publique qui empêche la stimulation de la croissance économique puisque l'instrument budgétaire n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. L'économie mondiale est engourdie. Elle paye le prix, je le disais il y a un instant, des politiques monétaires restrictives et de l'impossible soutien budgétaire. 3,1% de croissance mondiale en 2023. Le FMI
prévoit un maintien à 3,1% en 2024, avec une croissance américaine qui est un petit peu plus forte qu'on ne pensait qu'elle le serait, et en revanche, un ralentissement en Chine qui est moins fort que prévu, aussi à 5,2% en 2023. Donc, voilà, stabilité de la croissance mondiale, la zone euro est en quasi-stagnation. La hausse du PIB a été de 0,5% en 2023. Elle devrait faire à peine mieux à 0,9% en 2024. C'est l'Allemagne qui est à la peine et qui freine l'évolution économique. Elle a été en récession de 0,3% en 2023. Elle devrait connaître un léger frémissement à 0,5% en 2024. À l'inverse, le Portugal, 2,3% et l'Espagne, 2,4% sont en soutien de la croissance, mais leurs économies, malheureusement, du strict point de vue de la croissance n'étant pas dominante, c'est l'Allemagne qui emporte la tendance globale. L'économie française fait du surplace, elle est à 0,9% en 2023, 1% en 2024, d'après le FMI, la prévision gouvernementale étant 1,4%. est freinée par les taux d'intérêt et le manque de dynamisme de la demande intérieure. L'investissement des entreprises marque un repli brutal, ici au quatrième trimestre de 2023, puisqu'il a baissé de 0,6%. C'était 2,8% au total sur l'année, mais les derniers mois sont à cet égard interpellants. En revanche, la consommation des ménages, qui devrait prendre le relais dans le moteur de la croissance, ne s'est pas encore manifestée, alors même que leurs investissements immobiliers baissent aussi. Et on verra tout à l'heure que le recul des investissements immobiliers des ménages a des conséquences aussi sur les recettes de la ville à travers les DMTO. J'y reviendrai dans un instant. Contexte économique, contexte législatif et réglementaire, puisque je vais aussi parler de l'évolution des textes décidés par l'AMEL. Sur le volet législatif, la loi de finances pour 2024, que dit-elle? Elle prévoit la progression des concours aux collectivités locales avec un abondement de 320 millions d'euros, 220 millions dans la loi de finances initiale, donc au projet de loi de finances initiale, et 100 millions d'euros ont été rajoutés ensuite par Madame le Premier ministre à la DGF, ce qui a pour conséquence toujours une stabilité, certes, de la dotation forfaitaire dans nos comptes, mais une augmentation de 140 millions d'euros de la DSU au niveau national pour les communes les plus pauvres, ce qui nous concerne évidemment, vous le savez, à Wattrelos. Deuxième caractéristique, le maintien de l'enveloppe de DSIL, c'est-à-dire le soutien à l'investissement, avec en 2024 un accroissement jusqu'à 30% des projets favorables à l'environnement et un fonds vert qui est porté à 2,5 milliards d'euros au lieu de 2 milliards l'année précédente. Un accroissement de l'enveloppe FCTVA, du fonds de compensation de la TVA, là aussi pour financer les investissements, 364 millions d'euros d'augmentation de cette enveloppe. Une revalorisation de 3,9% des valeurs locatives dans la loi de finances et une mise en place d'un nouveau dispositif de filet de sécurité qui ne peut intervenir auprès des communes que s'il y a baisse de 15% encore de l'épargne brute en 2023. Je le dis de suite, ce n'est pas le cas de Wattrelos. Nous n'avons pas à attendre de ce nouveau dispositif. Excusez-moi. Loi de finances 2024, un nouveau dispositif réglementaire, il sera voté demain au Conseil métropolitain, un nouveau pacte financier et fiscal avec la métropole européenne de Lille, qui réforme la dotation de solidarité communautaire, avec une indexation de l'enveloppe de la DSC sur les recettes fiscales et les dotations du budget général de la MEL, et un renforcement de la péréquation et la part développement économique, soit pour Wattrelos, excusez-moi, il faudrait mieux que je coupe le micro. Évidemment, c'est toujours quand ça ne doit pas se produire. Ah oui, mais... Honnêtement, le temps que je prenne une pastille, l'exposé sera terminé. Allez, soit pour Wattrelos, je disais, une augmentation de 5 714 € en 2024, ce qui n'est quand même pas très lourd, mais c'est une augmentation de sorte que notre DSC sera de 979 322 €. Contexte économique, contexte législatif et réglementaire, voilà pour la première partie et cette toile de fond. La deuxième partie consacrée à un rapide éclairage sur les comptes de la ville en 2023, c'est-à-dire l'année qui vient de se terminer, ces comptes ont été résilients face à un certain nombre de poussées, et la résilience de ces comptes fait que cela nous donne un socle assez solide pour construire l'exercice 2024.
Alors d'abord, premier éclairage. Face à la poussée des dépenses exogènes, nous avons eu à connaître un effort d'économie de gestion et une bonne tenue des recettes, lesquelles ont permis, disais-je donc, de faire face à cette poussée des dépenses exogènes. En 2023, comme cela avait été expliqué lors du débat d'orientation budgétaire, la ville a été confrontée à une poussée de dépenses exogènes. Je pense aux dépenses de personnel, bien entendu. Il y en a évoqué dans cette enceinte quelle en fut la raison, de 34,53 en 2022 à 35,79 millions d'euros en 2023. Soit 1,2, presque 1,3 million d'euros supplémentaires consacrés aux dépenses de personnel ou des charges d'intérêt avec la hausse des taux de 1,72 à 2,17 millions d'euros. Mais deux facteurs ont joué positivement et donc en opposition à ces évolutions négatives. La baisse des charges à caractère général, qui sont passées de 9,60 millions à 9,02 millions d'euros, et la progression des dotations, passée de 21,6 à 22,8 millions, avec notamment 0,6 millions de filets de sécurité de l'année 2023, et des impositions qui sont passées de 29,80 à 30,41 millions d'euros. Augmentation, donc, vous le voyez, des recettes, baisse des charges, ça a permis de faire face favorablement à la poussée de nos dépenses, de sorte qu'au final, l'exercice 2023 se solde par une double amélioration. D'abord, du résultat de l'exercice. On avait eu un résultat de 2 036 000 en 2022. Il passe à 2 629 000 sous réserve de quelques écritures comptables, mais qui seront mineures et de pur ajustement, donc voilà, à inscrire dans les comptes. Donc voilà, 2 629 000, c'est-à-dire une majoration du résultat de 30% entre 2023 et 2022. C'est un bon résultat, mais je note néanmoins, et vous aussi, que nous ne retrouvons pas encore en 2023 le résultat de 2021 qui était de 2 914 000. Amélioration aussi de l'épargne brute qui passe de 3 899 000 en 2021 à 3 138 000 en 2022, mais à 3 842 000 en 2023, c'est-à-dire à peu près le niveau de 2021. Et vous comprenez dès lors que cette augmentation de 22% de 2022 à 2023 nous empêche légitimement de pouvoir prétendre au niveau de filet de sécurité, puisqu'il aurait fallu que l'épargne brute baisse de 15%, la nôtre s'améliore de 22%, elle va donc dans le bon sens. Et fait majeur, elle était négative en 2022, l'épargne nette est redevenue positive en 2023 à plus de 102 000 euros. Au final, le matelas de la ville continue de donner à nos comptes une bonne assise, je le disais il y a un instant. Comme vous le voyez sur cet histogramme, le résultat cumulé de fonctionnement 2023 s'inscrit ainsi encore à un très bon niveau, à 6 887 000. C'était en fin 2023, une fois qu'on a apuré le besoin de financement des investissements. Il reste à réaliser, donc, et alors que c'était 6 870 000 en 2023. Je me permets de rappeler que c'était 3 455 000 en 2016 et que donc le résultat cumulé est aujourd'hui le double de ce qu'il était en 2016. Et cela donc démontre par les chiffres ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire la bonne assise financière et le matelas de la ville quant à sa solidité financière. Alors venons-en donc à l'essentiel de nos débats, c'est-à-dire le budget 2024. Pour en présenter sa carte d'identité, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le ferai en 3 parties. D'abord, rappeler 2 invariants stratégiques majeurs, à savoir la baisse de la fiscalité et de l'endettement. Oui, notre majorité souhaite une nouvelle baisse du taux de taxe foncière en 2024. Je l'ai déjà évoqué, l'assise financière de la ville est bonne, les bases taxables s'élargissent progressivement avec les projets immobiliers, des programmes immobiliers d'habitat et économique. C'est donc une stratégie municipale de mener une baisse progressive du taux de taxe foncière dès lors que les bases s'élargissent. Je rappelle qu'en 2020, nous avions baissé le taux de taxe foncière de 0,40 points. En 2022, le taxe foncière sur les propriétés bâties de 0,29 points et les non bâties de moins 0,48 points. Qu'en 2023, l'an dernier, on avait baissé le taux de taxe foncière de 1 point, soit une baisse de 1,5%. Cette année, dans ce budget 2024, nous avons inscrit une baisse du taux de taxe foncière de moins 0,30 points, soit 0,4%. Le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties, et je présente ainsi la délibération numéro 4, passe de 67,5% à 67,2% en 2024.
Je me permets un petit retour en arrière pour rappeler que le taux ville de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel s'ajoute la fraction départementale liée à la réforme de la taxe d'habitation de 19,29% est donc passé de 49,90 en 2019, 49,90% en 2019, à 47,91 en 2024. Vous aurez donc observé qu'il s'agit bien d'une baisse de 2 points entre 2019 et 2024, et donc une baisse de moins 4%. C'est exactement l'engagement électoral qu'avait pris notre majorité municipale lors des élections municipales dans son programme. Donc moins 4 à moins 5%, nous sommes donc à moins 4%. Une nouvelle diminution également, c'est le deuxième invariant du stock d'endettement. Avec les nouveaux emprunts sont chiffrés à 3,3 millions. Nous rembourserons au titre des anciens emprunts 3,75 millions, c'est-à-dire une diminution du stock de dette, donc de moins 0,45 millions d'euros sur l'année. Voilà pour les invariants stratégiques, si j'ose dire, baisse de la fiscalité, poursuite de la baisse du stock d'endettement. Le budget 2024, c'est le deuxième point, si on s'intéresse à son fonctionnement, est en baisse. Il est en baisse de 0,9% avec un autofinancement toutefois préservé. Puisque les recettes diminuent en 2024, les dépenses baissent également. Le budget 2023 s'équilibrait en gestion, compte administratif 2023, c'est-à-dire ce qui a été effectivement réalisé à 56,85 millions d'euros. Le budget primitif 2024 que j'ai l'honneur de vous présenter repose sur 56,36 millions d'euros de recettes. C'est donc bien une baisse de 0,9%. Pour autant, bien sûr, si l'on compare de BP 2023 à BP 2024, les dépenses apparaissent en progression, 54,08 millions d'euros au BP 2023, 56,36 millions d'euros au BP 2024, puisque entre les deux BP, il y a eu évidemment l'insertion des résultats au titre du budget supplémentaire après l'adoption du compte administratif. Côté recettes, sur ce budget 2024, ce qui marque, c'est la baisse des droits de mutation et la disparition du filet de sécurité. En millions d'euros, les chiffres vous sont présentés. Je les passe très rapidement. Les impositions directes au BP 2023, 20,34, 20,58 au BP 2024, soit 240 000 euros de plus. Les allocations compensatrices de taxes foncières sur les propriétés bâties passe d'1,8 à 1,99, 110 000, j'aimerais bien que ce soit 110 millions, mais non, ce n'est que 110 000 euros de plus. La dotation de solidarité urbaine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'enveloppe nationale de 140 millions, se traduit dans nos comptes par une augmentation de 8,39 millions d'euros en 2023 à 8,67 en 2024, c'est-à-dire 280 000 euros de plus, mais surtout, sur nos recettes, ce qui nous freine, c'est l'effondrement, on l'avait évoqué au moment du DOB, des droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire en fait les fameux frais de notaire, la contribution communale dans les frais de notaire. Nous avions inscrit 1,5 million d'euros en 2023. Nous ne pouvons inscrire, vu l'état du marché, que 1 million en 2024, c'est une perte de 500 000 euros. Et le filet de sécurité, on avait inscrit au BP 2023 600 000 euros, 0,60 millions d'euros. Je rappelle que nous avions perçu 0,40 millions en décembre 2022, donc 1 million au total. Et en 2024, c'est 0, puisque ce filet de sécurité disparaît. Donc, comme vous le voyez, les baisses de dépenses sont plus fortes que les baisses de recettes sont plus fortes que les augmentations de recettes. Voilà pourquoi le budget diminue. Côté dépenses, elles seront serrées, et elles sont serrées dans ce qui vous est présenté, sur les principaux postes inflationnistes, l'alimentation, le gaz, l'électricité, le chauffage. Des efforts seront nécessaires et devront être conduits. Par ailleurs, les dépenses de personnel seront en diminution. Nous avions inscrit 35,82 millions d'euros en 2023. Nous avons inscrit 35,45 millions d'euros en 2024, ce qui correspond à une baisse de 1% des dépenses consacrées au personnel. Après les événements exceptionnels de 2023, cela peut se comprendre. Néanmoins, là aussi, cela impliquera que nous ayons une attitude d'efforts dans l'encadrement et l'évolution de nos dépenses de personnel. S'agissant des subventions aux associations, il n'y a pas de changement majeur. Les augmentations ne sont guère possibles, mais il n'y a pas de diminution, il faut aussi le noter. Seules augmentations, et celle-là est particulièrement légitime, celle pour le CCAS de 100 000 euros, c'est l'effet du territoire zéro non-recours. Il y aurait un comble que la ville empoche l'argent de la subvention qui lui a été versée et ne la reverse pas au CCAS, qui donc majore le montant de la subvention au CCAS, et le COS
Le comité des œuvres sociales, 10 000 € de plus. Évolution des dépenses, évolution des recettes. Au final, l'autofinancement est préservé. Comme vous le voyez sur cet histogramme, le budget 2024 a été construit sur un autofinancement très correct, qui reste à 1,9 million d'euros, ce qui est proche des années précédentes. Il est ainsi d'ailleurs l'un des meilleurs de la décennie. 1,9, c'est à peu près, c'est la même chose qu'en 2022, qu'en 2021, c'est à peine moins qu'en 2023 et qu'en 2020. Comme vous le voyez, depuis 6 ans, c'est à peu près l'ordre de grandeur de notre autofinancement préalable lors de la construction du budget primitif. Ce virement d'épargne préalable dans ce budget 2024 est près de 4 fois supérieur à celui de 2014, puisqu'en 2014, il était de 500 000, comme vous le voyez sur l'histogramme. C'est donc dire la confirmation de la bonne évolution de notre assise financière. C'est notre financement propre, cet autofinancement, et en le préservant, je le rappelle, nous réduisons le recours à l'emprunt. J'ai parlé de l'équilibre global, j'ai parlé de l'autofinancement, j'ai parlé du fonctionnement. Donc, il me reste à parler, pour terminer, des investissements. Ils sont conformes à nos engagements. On se souvient que l'année dernière, nous avions décidé une réorientation de nos investissements, notamment avec l'accélération des investissements d'économie d'énergie et de développement durable, et aussi afficher notre volonté de préparer le projet de reconstruction de la piscine métropolitaine sur notre territoire. Et dans l'attente aussi que se décante, on y reviendra tout à l'heure, je pense, la délicate question de la reconstruction du centre social de la Mousserie. Dans cette attente-là, la ville va poursuivre son programme d'investissement mis à jour en 2023 et dans l'esprit de ce que je viens de dire. Il s'agit, bien sûr, d'abord du grand chantier pluriannuel de la toiture et de la charpente de l'église Saint-Maclou pour 480 000 € inscrits dans le budget 2024, avec un report de crédit quand même de 750 000 € de 2023. Donc voilà, donc ce report fait qu'on est à peu près sur un ordre de grandeur d'1,2 million par an. Je rappelle que le chantier de Saint-Maclou, c'est 4,9 millions au total sur 4 ans. Par ailleurs, c'est un budget 2024 qui va accélérer notre modernisation informatique. Je pense en particulier à la modification des serveurs et des infrastructures dont la maintenance était terminée. Donc qu'il nous fallait relooker en profondeur. Ça a été expliqué à plusieurs reprises. De même, nous moderniserons l'environnement numérique de travail, assurer la sécurisation, puisque comme vous le voyez aussi, les cyberattaques, ça existe et nous avons besoin, comme tout organisme, comme tout établissement, d'améliorer notre protection. Cette modernisation, elle est engagée. Elle représentera 460 000 € de dépenses matérielles et logicielles sur l'exercice 2024. En 2024, ce seront aussi les investissements qui sont pluriannuels antérieurs. Je pense à la participation à la ZAC du centre-ville auprès de la SEMVille renouvelée, 300 000 €. Je pense au PNRQAD pour les quartiers anciens dégradés, 56 000 €. Je pense un columbarium supplémentaire au cimetière du Centre pour 42 000 €. Je pense aussi à des cavernes au cimetière pour 30 000 €. Je pense enfin à la 6e phase de la vidéoprotection pour 150 000 €. Voilà les engagements pluriannuels que vous avez l'habitude de voir et qui font partie intégrante, bien évidemment, de ce budget 2024. Il y aura aussi en 2024 un renforcement des dispositifs de sécurisation des manifestations pour du matériel pour 20 000 €, sécurisation des écoles avec les alarmes, 27 000 € ou des panneaux sur les abords pour 20 000 €. L'accent en 2024, nonobstant ces programmes pluriannuels et ces grands chantiers, sera mis en ce qui concerne les autres investissements sur 2 lignes de force. La première, l'entretien du patrimoine pour près de 700 000 € avec la réfection de la couverture de l'OMEP, sa première phase, 215 000. Le gros entretien d'école, dont les chéneaux de Condorcet, M. Taleb Ahmed, pour 110 500 €. Pas que les chéneaux, quand même, je précise. Les gros entretiens bâtiments communaux pour 186 000, les crèches pour 32 000 €, les rénovations d'équipements des cuisines, puisque notre cuisine centrale, elle a besoin aussi d'être modernisée. Là, maintenant, comme dirait quelqu'un d'autre, un certain temps, voire même un temps certain, et donc son matériel doit être progressivement modernisé si on veut rester et d'être efficace et garantir à nos consommateurs, que ce soit les enfants ou les personnes âgées, les meilleures qualités de la prestation.
Enfin, un gros paquet aussi d'investissements. Maintenant, on a décidé l'année dernière de les accélérer et ça se traduisait dans le budget 2023, ça se traduit à nouveau dans le budget 2024. Les investissements de transition écologique et de développement durable pour 1,10 million d'euros. Ils concernent évidemment les travaux de chauffage et notamment avec une assistance à maîtrise d'ouvrage puisqu'on doit préparer notre nouveau marché pour l'année 2024, 135 000 euros. La rénovation de l'éclairage public, qui s'accentue toujours, 360 000 euros. Au parc urbain, la réfection d'une aire de jeu. L'an dernier, nous avions programmé, mais les fonds budgétés n'étaient pas suffisants. Donc cette année, nous la réaliserons, et j'espère, avant l'été 2024, évidemment, 150 000 euros. Les jardinières de rue, c'est un programme pluriannuel pour 40 000 euros. Les espaces verts, clôture, plantation, aménagement, matériel pour 423 000 euros. Voilà, mes chers collègues, cette présentation du budget. J'ai essayé d'être aussi rapide et exhaustif que possible. Pour conclure, je dirais que ce projet de budget 2024, c'est un budget serré. Je ne le cache pas, dès le débat d'orientation budgétaire, nous l'avions évoqué, il est serré puisque les recettes baissent de 0,9%. Il est impératif que les dépenses diminuent également. C'est un budget qui préserve le niveau très correct. Je l'ai montré il y a un instant d'autofinancement à 1,9 million d'euros. C'est un budget qui autorise une nouvelle baisse du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, de moins 0,3 points, soit moins 0,5%. C'est un budget qui assure le financement de nos engagements pluriannuels, Saint-Maclou, l'informatique, les aménagements des friches. C'est un budget qui poursuit l'accélération de nos investissements de développement durable. Je viens de le montrer il y a un bref instant. Et c'est un budget qui continue la baisse progressive de notre stock d'endettement pour améliorer l'autonomie financière. Je rappelle que depuis 2 exercices comptables, la dette, le ratio dette sur recettes réelles de fonctionnement est redescendu en deçà de 100%. Ce qui n'était pas arrivé dans notre ville depuis plus de 15 ans. Et c'est un budget qui permet aussi la préparation de la mobilisation nécessaire de ressources pour contribuer à la construction à venir de la nouvelle piscine métropolitaine, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer ici. C'est donc, à nos yeux, mes chers collègues, le meilleur budget possible pour 2024 dans le contexte présent. Et dès lors, je ne saurais trop que vous inciter, que dis-je, vous inviter à pouvoir le voter. Merci de votre attention. Alors, j'ai été saisi de plusieurs demandes d'intervention, évidemment, comme je l'ai dit en début de séance, sur ce rapport numéro 5. Et, Monsieur Ricci, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, nous sommes conscients que l'élaboration de ce budget s'est opérée dans un contexte contraint et difficile, notamment dans le contexte inflationniste que nous connaissons, exigeant une vigilance accrue sur chaque ligne de dépenses, sur chaque service. La suppression du filet de sécurité, la chute des droits de mutation que nous avons d'ailleurs pressenti, associée à la volonté louable et que nous partageons de ne pas augmenter les impôts, voire de les baisser, de maintenir les subventions aux associations, rendent cet exercice particulièrement délicat. N'oublions pas non plus l'enjeu crucial de l'apport nécessaire pour accueillir la piscine métropolitaine ou encore les efforts déployés pour permettre de reconstruire un nouveau centre social dans le quartier de la Mousserie Saint-Pavert, effort que notre groupe salue. Notre intervention aujourd'hui vise plus particulièrement à souligner nos inquiétudes face à des dépenses qui ne cessent d'augmenter. En comparant les budgets primitifs sur une période de 3 ans, nous constatons des hausses très significatives dans des services tels que le service informatique, le service garage, les augmentations mécaniques des frais de personnel, la restauration ou encore les espaces verts. L'ensemble de ces 5 services de PP à BP, c'est plus de 2 millions d'euros supplémentaires. En regardant de plus près, le service garage, de par ses dépenses extérieures excessives, notamment sur les achats de pièces et de la sous-traitance, semble ne plus être adapté du tout à une gestion interne. Les espaces verts présentent également une forte augmentation des prestations extérieures pour 460 000 euros, avec toutefois 117 000 euros en apport MEL, accompagnée d'une légère diminution des effectifs qui ne suffit pas à amortir, selon nous, les coûts de ces prestations extérieures. Il est crucial de pousser plus loin dans cette voie et d'assumer pleinement ce choix responsable. Maintenir à la fois l'interne et développer l'externalisation dans les mêmes temps coûtera bien plus cher. D'évidence, on ne peut faire les deux car cela occasionne des coûts plus importants à un service moindre.
Nous plaidons en faveur d'une analyse approfondie du coût de ces services, de leurs besoins et compétences, en maintenant les activités en interne lorsque cela est pertinent, mais sans s'obstiner lorsque cela n'est pas ou plus le cas. Une augmentation de l'externalisation doit se traduire par une réduction de la masse salariale, des coûts d'entretien et des dépenses liées au matériel. Notre démarche, nos remarques, nos interventions n'ont pour seul but que celui de servir notre ville. Nous sommes bien évidemment prêts à mettre à disposition notre expertise afin de contribuer et accompagner des choix judicieux et en phase avec certaines mesures que nous avons présentées. Conformes à notre méthode, nous continuerons d'éviter les fanfaronnades et les interpellations sur les réseaux sociaux concernant nos travaux partagés, désapprouvant les méthodes des extrêmes et particulièrement de l'extrême droite, plus davantage enclin à la polémique, à la division ou encore à la stigmatisation de nos concitoyens qu'à la recherche d'efficacité. Nous nous félicitons à nouveau du maintien des subventions à nos associations qui, dans le contexte actuel, en ont bien besoin, de la non-augmentation des impôts et de la prise de conscience affichée de la nécessité d'une baisse des charges de fonctionnement. En ce qui concerne le vote de ce budget, nous avons décidé de nous abstenir, considérant que les dépenses sont encore beaucoup trop élevées. Cependant, notre groupe est sensible aux efforts consentis. Nous invitons la majorité actuelle à s'inspirer de nos recommandations et préconisations, à les prendre en compte et à les mettre en œuvre. Je vous remercie de votre attention. Bien, Monsieur Soyer. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, mon intervention va être un peu celui de quelqu'un qui observe l'évolution de la ville depuis 4 ans et je ne me contenterai pas de chiffres, je donnerai simplement le point de vue qui est celui de M. Crédis et de moi-même au fil de ce temps. Au cours des 4 dernières années, notre pays et par extension notre ville a traversé des périodes délicates, marquées par la crise sanitaire liée à la Covid, la guerre russo-ukrainienne et une crise inflationniste persistante. Ces événements ont engendré des dépenses inattendues, entraînant la suspension, voire l'annulation, de projets coûteux tels que la salle de spectacle, dans le but de préserver nos finances. La gestion de la situation sanitaire et économique a exigé des choix difficiles, mettant en avant la protection de la population et la restriction des dépenses, particulièrement dans le domaine énergétique. On se souvient bien de la coupure de l'éclairage public dans nos rues et les craintes que nous avions concernant la sécurité de la population. Bon, bien, on s'aperçoit que finalement, et c'est heureux, tout s'est plutôt bien passé. L'économie d'énergie doit être poursuivie, bien entendu, et nous nous associons à cette démarche volontariste. Malgré des décisions parfois non soutenues, la majorité a réussi à obtenir des résultats positifs. Objectivement, nous pouvons affirmer que Wattrelos a surmonté ces épreuves en gérant efficacement les priorités telles que la santé, le maintien des services publics, avec le professionnalisme des agents municipaux. Le dévouement de ces derniers est d'ailleurs encore à souligner. Au cours de cette période, la ville a orienté ses finances pour soutenir les habitants, les associations et tous ceux qui contribuent à sa vitalité. Contrairement à la tendance nationale, les impôts ont continué de baisser et le CCAS a même bénéficié d'un soutien significatif pour aider les plus fragiles. En tant qu'opposant politique, ma déclaration peut sembler inhabituelle. Cependant, je tiens à affirmer que mon engagement et celui de M. Crédis est en faveur des Wattrelousiens et de la ville. Malgré nos divergences politiques, la sincérité m'oblige à reconnaître les efforts déployés par la majorité. La critique politique ne devrait pas primer sur la reconnaissance des actions positives. Wattrelos se distingue en participant à l'expérimentation TZNR, un dispositif visant à garantir les droits de tous les citoyens. Cela démontre aussi la volonté de la ville et sa capacité à défendre les intérêts de notre territoire. La gestion prudente du budget présenté ce soir est légitime et chaque groupe, je l'espère, aurait proposé un budget similaire. En conclusion, la ville réduit sa dette progressivement, lentement, c'est vrai, mais sûrement.
Il est crucial de minimiser les impôts pour soulager le fardeau financier qui pèse sur nos citoyens. L'impôt baissera encore cette année. En toute objectivité, mon groupe salue le travail accompli et encourage la municipalité à persévérer dans son engagement envers Wattrelos et ses habitants. Monsieur Crédis et moi-même voterons en faveur du budget primitif. J'en ai fini, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Bien, allez, Monsieur Godeau. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire, j'irai droit au but. Nous voterons contre ce budget 2024. Cela fait des années que vous êtes à la tête de l'exécutif municipal, des années que vous avez une majorité qui dit oui à tout, des années que vous nous expliquez que les budgets sont serrés, que nous manquons d'autofinancement, que nous devons encore une fois réduire nos investissements, et pourtant, rien ne change dans vos choix politiques. Cette fois-ci, c'est la faute de qui ? Comme nous l'avons évoqué lors du débat d'orientation budgétaire, vous naviguez à vue, en nous faisant croire le contraire avec votre langage politiquement correct. 8 646 300 € pour 2024 est un budget d'investissement qui reste faible pour la 3e année consécutive et toujours un autofinancement qui stagne. Pour rappel, le budget d'investissement en 2021 était de 13 millions d'euros pour un autofinancement de 1,9 million d'euros. Vous êtes tellement expert en la matière que nous en sommes réduits à 8,5 millions d'euros d'investissement en moyenne depuis 2022 avec un autofinancement qui ne progresse pas. Toujours 1,9 million d'euros. Je vous entends encore nous dire c'est un héritage. Mais monsieur le maire, 23 ans aux commandes de la ville, c'est pas mal comme héritage. Oui. Alors oui, il faut rester réaliste, diminuer nos dépenses d'investissement pour réduire notre stock de dettes afin de rassurer nos partenaires bancaires est raisonnable. Mais améliorer notre trésorerie doit être également un objectif. Les dépenses d'investissement sont destinées à créer de la richesse, mais encore faut-il bien gérer les priorités. Vous aviez évoqué que je ne parlais que de millions d'euros, mais vous devez oublier que c'est en gérant mal des milliers d'euros que nous sommes contraints de dépenser des millions, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Prenons quelques exemples. Pour l'investissement de la transition énergétique et au vu du coût de la consommation en électricité, revenons une nouvelle fois sur l'éclairage public. Depuis 7 ans que vous avez démarré le programme de remplacement des sources sodium, très énergivores par des LED, notre parc d'éclairage public, qui je le rappelle comporte 6050 points lumineux, n'est équipé aujourd'hui que d'environ 1000 sources LED, avec une prévision à 1500 LED courant 2024. À cette allure, les économies d'énergie attendues n'arriveront pas de sitôt. En termes d'anticipation, je vous en laisse, mes chers collègues, l'appréciation. Pour l'investissement d'entretien des bâtiments publics, nous allons devoir dépenser 830 000 € TTC phasés sur 4 ans pour la réfection de la couverture et malheureusement dû au manque d'entretien d'une partie de la charpente à la maison de l'éducation permanente. Je précise que ce bâtiment n'a que 40 ans, en espérant que sur ces 4 années, le reste de la charpente ne sera pas elle aussi trop abîmée. Il ne faudrait pas que la mérule frappe encore. Je pense bien entendu à l'église Saint-Maclou. 4,9 millions d'euros pour la rénovation de la charpente. Et vous pouvez encore une fois remercier grandement les autres acteurs publics. Là aussi, mes chers collègues, je vous laisse apprécier. Monsieur le maire, pour quelqu'un qui se prétend être un bon gestionnaire des deniers publics, en allant dans le bon sens, on ne peut pas en dire autant sur les prévisions afin de ne pas gaspiller l'argent public. Vous allez me répondre que nous n'accordons pas de budget à la ville. Alors je vous précise tout de suite, il est de votre ressort de construire le budget avec votre majorité, et les services municipaux qui vont naturellement avec. En résumé, comme je l'ai précisé en début d'intervention, nous avons une discordance sur ce budget, car nous n'avons pas la même vision sur les investissements afin d'engendrer des économies d'énergie à court et moyen terme enclenchées par les décisions politiques. Donc oui, nous votons contre ce budget, car nous aspirons à un budget construit pour l'avenir, pour nos concitoyens, pour une réduction massive de la dette, pour plus d'investissements en fonds propres, pour une meilleure gestion. Autrement dit, pour d'autres choix politiques que les vôtres et pour une autre vision de notre ville. Vous voulez que je vous dise, j'ai quand même peine à comprendre que vous et M. Soyer avez été sur la même liste en 2020. Hein. C'est bon, mais je préfère quand même une parole qui essaie d'analyser la réalité des situations que quelqu'un qui se livre à des incantations. Vous aviez raison, M. Ricci, sur ce point. Alors, très rapidement, M. Ricci, je vous remercie de vos encouragements.
pas encore un soutien, mais bon, c'est une abstention positive. Je l'ai bien noté, même si vous n'avez pas prononcé le mot, mais c'est un historique. Et en tout état de cause, je me permets quand même de vous dire qu'il faut se garder de posture parfois. Les services des espaces verts ont à gérer 1360 hectares. C'est ça le coût du défi collectif de la ville, 1360 hectares. Les salariés des espaces verts sont aujourd'hui au nombre de 35, si je me souviens bien. 35 salariés pour gérer 1360 hectares. Il ne faut pas que l'herbe, elle pousse quand même trop vite, trop souvent. Et vous me dites, il faudrait penser encore à réduire. Je pense qu'on est arrivé à un niveau où l'équilibre entre les prestations extérieures, je pense à l'amélioration de nos prestations dans les cimetières en particulier, comme on vous l'a dit, cimetières communautaires, enfin métropolitains, cimetières communaux, parce qu'il y a une exigence croissante et légitime face à la dignité que nous devons aux personnes disparues pour un meilleur entretien. Et c'est clair que c'est pas nos services c'est pas le même travail que d'essayer d'aller défricher, surtout à un moment où on n'a plus le droit aux produits phytosanitaires, d'ailleurs, dans un cimetière au milieu des tombes, que de traiter des grandes étendues telles que le parc urbain ou quelques grands espaces. Et en même temps aussi, c'est un autre défi que nous avons parce que, pas plus tard que la semaine dernière encore, je recevais une demande de la part d'un syndic d'un quartier, parce qu'il y a quelques rues qui étaient dans le secteur privé avant, et qui nous demandent la rétrocession de cette voirie à la métropole. Sauf que si la métropole reprend la voirie, c'est-à-dire que tous les espaces verts de ce lotissement, c'est pas la métropole qui va s'en occuper, c'est la ville, avec quelques nécessités d'intervention supplémentaires. Ça n'est pas rien. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je leur dis non, c'est pas possible, on en a déjà trop à faire, on ne fait pas. Aucun prestataire privé ne prendra ça en charge. C'est trop fractionné, c'est trop petits espaces, même si bout à bout, ça représente des plans de charge importants. Donc nous avons fait le choix. Voilà. On a mis en externalisation, comme on dit, je n'aime pas le mot, mais enfin, en attribution de marché, à la fois c'est les deux cimetières pour la raison que je vous l'ai dite, et puis pour certaines grandes voiries où il pouvait être dangereux pour nos agents aussi d'intervenir, et de manière donc à assurer leur sécurisation accrue. Donc, je crois qu'on est arrivé à un équilibre. Est-ce qu'on peut encore l'infléchir à la marge? Je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, croyez bien que la consigne que j'avais donnée au service et que je tiens toujours, parce que ayant l'avantage de cumuler à la fois les fonctions de maire et d'adjoint aux finances, c'est d'avoir une vraie revue de dépenses chaque année au moment de la préparation budgétaire. Une dépense est-elle fondée, est-elle légitime ou ne l'est-elle pas? Si elle n'est pas légitime, si elle est infondée, soit on la diminue, soit on la supprime. Ça vaut, bien entendu, pour un certain nombre de choses que vous avez citées. Voilà, sur les espaces verts, croyez bien aussi qu'avec tant M. Gadeau sur la voirie ou M. Fitaman dans la gestion des espaces, on est très vigilant sur d'autres dépenses qui ont un caractère plus inflationniste. C'est pas toujours facile d'y faire face. Je m'abstiendrai de répondre sur le garage, vu votre technicité en la matière, même si, bien entendu, vous pensez bien qu'on regarde aussi ça de près. Vous avez eu la courtoisie de noter que ce n'est pas les dépenses des espaces verts et les dépenses du garage qui font les masses budgétaires du budget et que ça n'influe pas sur la masse de notre endettement ou sur le taux de fiscalité. Donc, merci encore une fois des encouragements et de l'abstention positive. Le positif aurait pu l'emporter davantage, mais je ne vais pas être exagérément gourmand. Néanmoins, de là à m'inciter, à m'inspirer de vos recommandations, j'aurais plutôt tendance à dire faites l'inverse quand même. Inspirez-vous de mes préconisations. Mais c'est pas vous qui faites le budget, c'est moi, donc dont acte. Deuxième point, merci Monsieur Soyer de votre analyse objective. On s'est suffisamment colté, on s'est suffisamment affronté pour ne pas que j'enregistre comme la majorité avec satisfaction, non pas votre vote, je ne quémande pas des votes, mais votre regard sur cette évolution qu'on essaye de faire dans des conditions difficiles, parce que ce budget est difficile, la période est difficile, quand vous avez à la fois des dépenses inflationnistes et que vous avez des recettes qui baissent, l'équilibre des deux n'est pas facile à bâtir. Malgré cela,
Je le dis aussi tout net, nous sommes engagés dans le territoire zéro non-recours pour aider les plus modestes, parce que le taux de pauvreté est une obsession, que nous mobilisons toujours des moyens sur l'emploi, parce que le taux de chômage, et notamment des jeunes, est une obsession, que nous maintenons des services publics avec un accès dans des bonnes conditions à la restauration, à l'enfance, avec des projets qu'on a évoqués la dernière fois, nos écoles, la modernisation informatique des écoles. La modernisation tout court de nos services publics, parce qu'il faut le faire. Je me permets aussi de noter que, voilà, on a quand même aucune ville de la métropole, aucune ville ne pourra se dire, et je pense que c'est aussi une des raisons de votre apostrophe, et elle est légitime, enfin, aucune ville n'aura baissé 4 fois de suite son taux de taxe foncière sur 5 ans. Partout en France et dans la métropole, soit les taux restent stables ou ils augmentent. 1,3% des communes en France, en 2023, a baissé son taux de taxe foncière. Et souvent les plus petites. Dans les plus grandes, il n'y en a aucune. Nous l'avons fait. C'est un sacrifice, c'est vrai. Se priver de ressources, c'est plus facile d'augmenter les impôts et d'aller chercher l'argent chez les autres. Nous, on essaye de trouver un équilibre entre le pouvoir d'achat de nos citoyens, par ailleurs contribuables, et la satisfaction des besoins municipaux. Cet équilibre se traduit par une nouvelle baisse de la fiscalité et le maintien d'un effort d'investissement, ce qui me permettra de faire une réponse très rapide à M. Godéo. Vous me dites, je dis oui à tout. Non, il y a une chose à qui je dis non, c'est à vous. Vous voulez faire de la polémique, moi je fais de la politique, au sens où ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens. Politique au sens police, la vie de la cité. Alors, pour faire un peu d'exégèse, vous avez vraiment mal lu les choses. Il n'y a jamais eu de diminution de l'effort d'investissement dans cette ville. Vous avez mal lu le compte-rendu d'un conseil municipal, pas si lointain que cela, où c'est pas M. Ricci qui me dira le contraire, parce qu'il avait fait la même erreur à l'époque, où dans la masse du budget, mais il l'avait reconnu après, c'est très bien. La masse de la section d'investissement, elle comportait 2 fois un crédit revolving. C'est-à-dire qu'elle était complètement artificialisée par des mesures d'ordre. Mais la masse, une fois qu'on a enlevé le remboursement de la dette, et notamment ce crédit revolving qui, depuis, a disparu, je veux dire, nous sommes passés d'une dépense d'équipement d'un montant qui était inférieur à 2021 à ce qu'il est aujourd'hui en 2024, dans le budget primitif comme il l'est dans le budget 2023. Il n'y a jamais eu de diminution des dépenses d'investissement dans cette ville. Nous nous efforçons de bâtir un budget équilibré. Équilibré dans la gestion du fonctionnement, équilibré en essayant d'assurer les investissements que nous sommes capables de financer. Capables de financer en baissant nos ressources fiscales, parce qu'on ne veut pas assommer d'impôts les concitoyens, en baissant notre stock de dette, parce que c'était une dette d'investissement des années 2000 à 2010, et que les années 2010, elles sont derrière nous, et qu'aujourd'hui, nous voulons retrouver de l'autonomie financière. Ça fait 2 années de suite où le stock de dette rapporté au recette réel de fonctionnement est inférieur à 100%. Ça fait plus de 15 ans que ça n'est pas arrivé. Et malgré cela, nous réalisons des efforts d'investissement. Est-ce que, à dire que vous me disiez tout à l'heure, dire que je m'ai parlé d'héritage de qui ou de quoi que ce soit. Je veux dire, quand on est maire depuis plus de 20 ans, on ne va pas s'adosser à un héritage. On assume ce qu'on a fait. Et j'assume ce que j'ai fait avec les équipes successives, d'avoir modernisé cette ville, de l'avoir raccordée au réseau routier, d'avoir créé des parcs d'activités au lieu de friches industrielles, d'avoir modernisé tout le quartier de Beaulieu, d'avoir lancé une modernisation aussi du logement dans le quartier du Crétinier. J'assume d'avoir renforcé les services publics. J'assume d'avoir renforcé l'action sociale. J'assume d'avoir modernisé nos écoles, d'avoir informatisé nos écoles. Bref, je ne vais pas reprendre tout ce qui s'est fait. Tiens, c'est bien contagieux, là, apparemment. J'assume tout cela. Donc, je n'ai pas besoin de me cacher derrière un héritage. Quand vous me dites, vous avez besoin d'améliorer la trésorerie, je vous ai donné le montant de la trésorerie tout à l'heure, 6,8 millions 31 décembre. C'est ça, la trésorerie de la ville. Qu'est-ce que vous voulez que j'ameillore encore? 6,8 millions. Ce serait mettre... En gros, moi, j'ai pas pu faire ça. Hein, donc, ce serait quand même
une gageure que de se faire un bas de laine encore plus gros, je veux dire, en stérilisant de l'argent. L'argent, il est là pour être investi au service de la ville. Donc, je n'ai pas besoin d'améliorer la trésorerie. La situation financière, je l'ai prouvé tout à l'heure, elle est très bonne. Et quant à votre leitmotiv sur les ampoules d'éclairage électrique, c'est très bien. Bon, vous voulez doper l'investissement sur les ampoules électriques, grand bien vous fasse. Mais dans le même temps, quand vos serveurs informatiques, ils ont passé l'âge et qu'il n'y a plus de maintenance informatique, vous dites « Ah non, 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 moi je ne change pas les serveurs parce que je vais changer les ampoules électriques. Je préfère voir clair dans mes rues plutôt que d'avoir des services publics efficaces. Ah non, 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 le toit de Saint-Maclou, il peut tomber parce que moi je préfère changer mes ampoules électriques dans mes rues et les 4,9 millions, je ne les fais pas. La toiture de l'OMEP, il faut faire la toiture de l'OMEP. Mais qu'est-ce que vous faites du financement de Saint-Maclou? Bah, c'est très bien. On a fait une première phase, on en fera d'autres. On va l'adapter. Le Mérule est dans la toiture de Saint-Maclou. C'est une urgence. Soit on démolit l'édifice, soit on le consolide. Saint-Maclou, on a pensé dans notre équipe municipale, et je pense largement partagé, que c'est un symbole pour cette ville et qu'il nous fallait faire cet investissement. Il est coûteux, même avec les voûtes, monsieur Ricci. Donc voilà, on va refaire une belle église. Mais en tout état de cause, on doit aussi moderniser l'informatique. On veut faire l'aire de jeu pour les enfants au parc urbain. Et je vais leur dire, non, non, je ne fais pas l'aire de jeu parce qu'il faut que j'augmente encore le changement des LED dans les ampoules électriques. Mais il y a quand même autre chose dans cette ville que les ampoules électriques. On voit clair, voilà. Et l'essentiel quand même, c'est aussi d'assurer une modernisation des services. On a et un bon fonctionnement des services pour couvrir une diversité de besoins sociaux qui ne sont pas simplement que d'avoir si je pouvais aller plus vite sur les ampoules électriques, on le ferait. Mais bon sang de bonsoir, un budget, c'est un budget d'équilibre où on a des tas de choses à faire et on essaye de tout faire en même temps. Oh ben oui, on le fait en même temps et je revendique aussi de le faire dans une notion d'équilibre, en maintenant la fiscalité, en baissant l'endettement et en assurant une diversité d'investissements qui nous permet aussi d'améliorer aussi notre performance énergétique parce que le chauffage aussi c'est important, on a changé toutes les chaudières, c'est essentiel. On améliore certes, l'éclairage public, on améliore le cadre de vie et l'environnement, c'est aussi très important. On va faire des aménagements justement d'espaces verts là où l'AMEL intervient. Bref, on fait aussi tout cela. C'est aussi cela qu'il y a dans ce budget. Voilà pourquoi, mes chers collègues, je pense que ce budget est un bon budget dans des conditions difficiles. Et donc, si j'ai bien compris, j'enregistre l'abstention du groupe de M. Ricci, fut-elle positive, c'est un 0 plus. Hein. J'enregistre le vote négatif du groupe de M. Godeau, enfin M. Godeau et Mme Faracci, et puis donc j'enregistre une approbation du groupe de M. Soyer. Je n'ai pas interrogé la majorité, mais je ne doute pas de son choix et de son décision. D'ailleurs, mes chers collègues, vous allez pouvoir vous exprimer, parce qu'au terme de ces réponses, je vous propose donc de voter sur le rapport numéro 4, c'est-à-dire sur la fiscalité, les taux d'imposition, lesquels consacrent, je vous le rappelle, pour la 4e fois en 5 ans, une nouvelle baisse du taux de taxe foncière de 0,3 points, que ceux qui sont pour le manifestent en levant la main. Il y a des votes contre? Des abstentions? Ah ça, pour B. Où ça? Et Béatrice, oh là! Trop tard! Trop tard. Bon, donc, y a-t-il des abstentions? Non, des votes contre? Ça, tout le monde vote la baisse des impôts. Mais ça, c'est bien. Mais bon, après, il faut aussi faire les arbitrages nécessaires. Alors, on va arriver au deuxième vote. Vous le savez, ça concerne les subventions aux associations. Je suis obligé de dire qu'à l'intérieur du budget, nous allons en effet dissocier le vote des subventions aux associations, au sein desquelles des élus sont administrateurs ou nous ont fait connaître leur participation à titre privé, afin d'éviter tout risque de qualification de prise illégale d'intérêt. Pour rappel, depuis la loi 3DS du 22 juin 2022, le déport des élus siégeant au sein d'un établissement public n'est plus nécessaire, ça concerne le CCAS, ou les conseils d'école, ou la caisse d'ailleurs des écoles. Nous allons donc procéder au vote global, comme je le disais, des subventions proposées par l'administration municipale, sachant que ne participeront pas au vote pour les centres sociaux Mme Annie Chantry et M. Messaoud Chayani, qui va finir par croire que je lui en veux, mais ce qui n'est pas vrai. Pour l'association Actijeune, M. Meki, Mme Delplanque, M. Taleb Ahmed, M. Marouki et Mme Amami Belaïd. Pour l'association Avenir Jeunesse, Mission locale, M. Meki, Mme Lévesque, M. Kiraz, M. Cailleret, Mme Lemoine. Pour l'OMEP, M. Dumoulin, Mme Lévesque, Mme Jaffer Chérif, dont je salue l'arrivée, M. Delfos, tout à l'heure déjà, M. Delfos, Mme Gilbert. Pour l'Office du tourisme, M. Lemay, Mme Dujardin, M. Dematos, M. Fitaman, Mme Leblanc.
Pour le comité des œuvres sociales, Madame De Smet. Pour le Damier Club de Waterloo, Monsieur Charles. Pour le musée des arts et traditions, Monsieur Charles. Pour le Waterloo Tennis Club, Madame Lévesque. Pour le Ciavic, Monsieur Gadot. Pour l'Union musicale waterloosienne, Madame Lemoine. Et pour les Amis de la lainière et du textile, Madame Leblanche. Je rajoute pour la Maison de l'eau, de la pêche et de la nature, avec syndicat des pêcheurs, M. Michel Debaz, et pour l'amicale laïque du centre, encore M. Charles. Voilà. Donc, sous réserve de ces votes séparés, y a-t-il, pour les subventions, des votes contre? Des abstentions? Voter la baisse des impôts et voter les dépenses, mais après, il faut en tenir les conséquences. Hein, voilà. Donc, ceux qui sont pour le vote des subventions le manifestent en levant la main. Très bien, merci. Donc, on arrive au vote du budget. Donc là, il n'y a pas trop de surprises. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, et comme il est essentiel de montrer aux Waterloosiens qu'il est des élus qui prennent leurs responsabilités pour doter la ville d'un budget, que ceux qui sont pour le manifestent en levant la main. Vous avez tout noté ? En même temps, j'ai répété 3 fois, donc je vous ai quand même un peu aidé. Très bien, merci. Nous avons examiné, mes chers collègues, ensuite les rapports 6 à 11. Il s'agit de délibérations qui sont récurrentes, vous le savez, dès lors qu'on verse une subvention supérieure à 23 000 € aux associations. Il s'agit ainsi des conventions d'avenant pour l'Office municipal de l'éducation permanente, le Comité des œuvres sociales du personnel, l'Office du tourisme, l'association Acti-Jeunes, Avenir Jeunesse Mission Locale, Waterloo-Lers et l'association des centres sociaux. Bien évidemment, il n'aura échappé à personne que dès lors, pour le rapport numéro 6, M. Dumoulin, signataire de la Convention pour l'Office municipal d'éducation permanente, ne prendra pas part au vote. Pour le rapport numéro 8, M. Lemay, pour l'Office du tourisme. Pour le rapport numéro 10, M. Mecky, pour Avenir Jeunesse. Pour le rapport numéro 11, M. Chayani, pour l'Association des centres sociaux. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention sur chacune de ces avenants, qui permettent d'inscrire sur chacune des conventions, précisément. Donc, je mets aux voix ces rapports. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci, Madame Reifers. Vous avez les rapports numéros 12 et 13. Merci, Monsieur le maire. Donc, le rapport 12 concerne la cession de terrain rue Terrain pour la construction de logements. La société Nord-de-France Promotion a sollicité la ville afin d'acquérir des parcelles situées rue Terrain pour y construire 20 logements collectifs avec aménagement de 20 places de parking. Par délibération en date du 21 décembre 2023, il a été constaté la désaffectation de ces parcelles, puis décidé leur déclassement. Ce foncier ayant fait l'objet d'une estimation domaniale en date du 1er juin 2023 au prix de 253 000 €, l'administration municipale propose au conseil municipal d'autoriser la cession de ces parcelles au prix indiqué. Rapport numéro 13, qui concerne la reconstruction du centre social de la Mousserie, procédure d'expropriation. On pourra dire que le centre social aura été le fil rouge de la soirée. L'incendie qui a détruit le bâtiment du centre social de la Mousserie en juillet 2023 a des conséquences dramatiques pour les habitants du quartier. La ville a, autant que faire se peut, reloger temporairement les activités de l'association des centres sociaux propriétaires du bâtiment, mais cela ne peut être qu'une solution transitoire et il s'avère indispensable de reconstruire la structure, outil de solidarité et de lien social dans le quartier de la Mousserie. 2 options ont été envisagées. La première, la déconstruction du bâtiment suivie d'une reconstruction sur le même site, mais cela nécessite des délais très longs. La seconde option qui consiste en la construction sur un terrain nu, mais ce n'est pas tenable financièrement. Au regard de l'urgence de la situation pour les habitants du quartier, ces projets ne constituent pas des solutions satisfaisantes, alors que l'aménagement d'un bâtiment déjà existant permettrait un gain de temps non négligeable ainsi que d'importantes économies. Pour ce faire, un bâtiment de stockage et logistique situé rue Corneille a fait l'objet d'une demande d'acquisition amiable, mais n'a malheureusement pas abouti. De ce fait, et vu l'intérêt majeur de cette propriété dans la recherche d'une solution pérenne pour établir un centre social dans le quartier,
la commune souhaite avoir recours à la procédure d'expropriation et doit solliciter Monsieur le Préfet pour l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et d'une enquête parcellaire préalable. L'administration municipale propose au conseil municipal d'approuver la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pour l'acquisition de l'ensemble foncier, d'autoriser Monsieur le maire à saisir Monsieur le Préfet pour qu'il prescrive conjointement l'enquête publique et la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire préalable à l'arrêté de cessibilité, d'autoriser Monsieur le maire à saisir en cas de besoin le juge de l'expropriation et enfin autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce inhérente au dossier. J'en ai terminé, Monsieur le maire. Merci, madame. J'ai été saisi d'une demande... Alors d'abord, on va peut-être voter le rapport numéro 12. Des votes contre, des abstentions, et donc adopter l'unanimité. Sur le rapport numéro 13, j'ai été saisi d'une demande d'intervention de monsieur Godeau. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, madame l'adjointe de l'urbanisme et des permis de construire, chers collègues, mesdames et messieurs, soyons clairs d'entrée. Nous sommes pour l'instauration d'un nouveau centre social au sein du quartier de la Mousserie et totalement convaincus qu'il y a urgence sur ce sujet. Le délai entre la décision de lancer une procédure d'expropriation et le transfert de propriété est très variable, de 1 an minimum à plusieurs années. C'est une solution d'urgence relative et pendant ce temps-là, on ne maîtrise rien. Nous sommes une fois encore dans l'incapacité financière de décider et réagir rapidement à une situation d'urgence qui nous oblige à confisquer un bien privé. Pourquoi? Je connais déjà votre réponse, parce que nous n'avons pas d'argent. Monsieur le maire, à quand allez-vous prendre à bras-le-corps ce budget de fonctionnement qui nous étouffe afin d'améliorer notre marge de manœuvre et de ce fait réduire notre dépendance pour des décisions rapides sans avoir recours à des fonds extérieurs? Putain, là, pardon, excusez-moi. Les bras m'en tombent. Bon. Un budget de fonctionnement qui nous étouffe. Mais vous avez remarqué que c'est de l'investissement, là? Donc il faut déjà revenir, mettre les choses dans l'ordre. Je ne vais pas passer la parole à M. Chagny, qui vaut mieux qu'il se taise, si je puis me permettre, sur ce point, parce que c'est difficile de préciser les choses, mais j'espère que vous mesurez ce que vous dites. Parce que là, au niveau, vous êtes au top. Hein. Il y a eu un acte grave. L'incendie d'un centre social, nous avons tous voté tout à l'heure un vœu pour dire que les centres sociaux dans les quartiers sont des rouages indispensables dans la lutte contre les exclusions et pour la proximité des familles et des personnes en difficulté. On était tous d'accord. Un centre social a été incendié, sauvagement. Ce centre social, il ne faut pas l'oublier, il faut quand même que je le précise, est propriété privée d'une association, l'association des centres sociaux. C'est une réalité économique. Il n'appartient pas à la ville. Il est donc sur un domaine privé, et c'est un bâtiment privé, mais qui a été détruit. Sauf qu'un centre social, ce n'est pas qu'un bâtiment. Ce sont aussi des hommes, des femmes qui le fréquentent, parce qu'ils ont des besoins sociaux à satisfaire, que ce soit l'enfance, des personnes en difficulté. Je le disais tout à l'heure, ça fait partie de la lutte contre les exclusions aussi, que donner les moyens aux centres sociaux d'intervenir. Et en même temps aussi des salariés qui remplissent cette mission, sous un triple contrôle, puisqu'il y a plusieurs partenaires, mais au moins 3. L'État, la ville, qui apporte son soutien, mais aussi la Caisse d'allocation familiale, qui est un partenaire essentiel, puisque c'est la Caisse d'allocation familiale qui accorde un agrément à un centre social pour sa capacité à exister et à intervenir. Et la réalité des choses, et c'est que quand vous êtes confronté à un tel sinistre, il y a 2 dimensions qu'il faut prendre en compte. La première, la rapidité la plus grande pour assurer une reconstruction. La deuxième, c'est avoir la certitude, ça vaut mieux, de pouvoir assurer une reconstruction durable. C'est-à-dire qu'il soit un investissement durable. Et soyons très clairs, c'est la condition sine qua non que met la Caisse d'allocation familiale pour assurer la couverture des besoins financiers
pendant cette période intermédiaire du centre social et faire en sorte que ce centre social continue d'exister. Je le souhaite, cette majorité le souhaite, et nous le voulons de toutes nos forces. Alors après, il faut répondre à cette commande le plus rapidement possible. Et il n'y a pas 36 solutions. La première solution, elle est évidemment d'être spectateur. On regarde et on se dit, après tout, c'est un bâtiment privé, l'association privée va discuter sur l'indemnisation légitime de ces assurances, sauf que il y a deux contraintes. La première, c'est que les discussions prennent du temps, parce qu'il y a des expertises, que ces expertises vont durer, que l'indemnisation n'a pas encore vu fixer son montant, et que le risque existe aussi que l'indemnisation, encore faudrait-il qu'elle existât, encore une fois, existât à un niveau suffisant pour assurer une reconstruction de qualité, d'un bâtiment de qualité dont chacun s'accorde à reconnaître que pour retrouver une surface à peu près équivalente à ce qu'il était antérieurement, on ne doit pas être trop loin de 3 millions. Sauf que l'association ne sait pas quand elle va toucher les fonds, elle ne sait pas combien elle va les percevoir, elle ne sait pas combien coûtera la reconstruction, il faudra demander il faudra démolir, il faudra désamianter, démolir, il faudra trouver un architecte, construire les plans, ça va prendre un certain temps, il faudra passer ses marchés, il faudra construire, bref. Peut-on être certain qu'avant 2026, 2027, il puisse y avoir un projet de reconstruction? Au moment où l'on parle, il n'y a pas de certitude. Deuxième scénario, on prend acte du fait qu'il a été détruit, c'est une initiative communale, municipale. Bon, c'est une autre possibilité. Je l'avais d'ailleurs évoquée. Cette possibilité impose deux choses. La première, que nous ayons une disponibilité foncière sur le secteur, ce qui n'est pas acquis, compte tenu du plan d'occupation des sols et compte tenu des propriétés qui sont les nôtres. Et que si nous voudrions intervenir pour construire nous-mêmes un bâtiment, sauf à le reconstruire sur un site immédiatement proche et défigurer un ensemble visuel, il nous faudrait acquérir un foncier, c'est-à-dire un terrain disponible ailleurs. Coût d'acquisition, architecte, procédure d'appel d'offres, là aussi construction d'un ensemble qui soit à 3,5 millions, qui sera cofinancé par l'État. Ce n'est pas un problème de financement, le centre social, car l'État sera au rendez-vous. L'État sera au rendez-vous pourvu qu'il s'agisse d'un investissement public. Il y a eu des fonds qui ont été mis en place pour cela. Et si c'est un investissement privé, l'État n'interviendra pas. Si c'est un investissement public, l'État interviendra. Donc pour la ville, ce n'est pas un problème de financement. C'est un problème de délai. Parce que je ne serai pas capable, nous ne serons pas capables, même s'il fallait réunir le Conseil en urgence, prendre des procédures d'urgence, et le préfet m'avait donné son accord pour aller sur des procédures les plus urgentes possibles. La faisabilité technique et calendaire fait que là aussi, nous sommes sur un calendrier plus proche de 2026-2027 que quelque chose de plus rapide. Troisième solution, passer par du modulaire, c'est-à-dire des choses, ce qu'on appelle du précaire, des porte-à-cabines comme l'on dit communément, avec créer ce que l'on avait eu l'idée d'un village social modulaire, avec des locations. Sauf que je suis allé voir le préfet, et là, les choses sont claires. L'État n'intervient que sur l'investissement et pas sur du fonctionnement. Donc là, il n'y aura aucun soutien de l'État. 1 million de locations par an de modulaire, sans cofinancement d'État, là, pour le coup, ça va nous coûter cher en ampoule électrique. Il reste une dernière solution, c'est la seule que je connaisse, qui puisse permettre de se dire que si tout se passe bien, et si chacun intervient en responsabilité, on peut peut-être se retrouver avec un centre social pour l'été 2025, l'automne 2025. Ce sera déjà pas facile. C'était ce bâtiment. Ce bâtiment, les propriétaires n'ont pas souhaité le céder à la ville de manière amiable. J'ai tenu à informer les centres sociaux de ces négociations. Dès lors, j'ai été convoqué à une réunion chez monsieur le préfet de région, très tard d'ailleurs. Il y avait la secrétaire générale de la préfecture, la préfète déléguée à l'égalité des chances, le préfet de région lui-même, c'est vous dire l'intérêt qu'il porte au centre social de la Mousserie, un seul objet, et la directrice générale de la Caisse d'allocation familiale. Et on a évoqué tous ces différents scénarios. La posture de l'État s'est traduite par une lettre que m'a adressée monsieur le préfet de région en date du 22 décembre. Je ne vous lis pas les 3 derniers paragraphes. Au nombre des projets envisagés de relocalisation du centre social, vous avez donc étudié la possibilité
de réhabiliter un bâtiment existant, une ancienne supérette fermée depuis plusieurs années, 6 rue Corneille, et appartenant à des entrepreneurs privés pour un coût plus que mesuré. 11 000 habitants bénéficient de l'activité et des services du centre social de la Mousserie, situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Au regard de l'urgence, parce qu'il y a urgence, au regard de l'urgence et de l'absence de solutions alternatives, j'estime que les critères pour la mise en œuvre d'une déclaration d'utilité publique préalable à une expropriation au profit de la commune sont réunis. Et le préfet de conclure, je vous demande dès lors de solliciter par délibération de votre conseil municipal une procédure de déclaration d'utilité publique visant à la réhabilitation de l'ancienne supérette de la rue Corneille en centre social. Voilà ce que me demande de faire monsieur le préfet. Il me dit, si vous le faites, nous ne vous aiderons pas pour l'acquisition, et c'est normal. Il s'agit d'un enrichissement de l'actif communal, et ça, l'État ne finance pas, mais on vous financera sur les fonds d'État pour les travaux d'aménagement. Si tout devait bien se passer, et vous avez raison de le souligner sur un point, c'est qu'une déclaration d'utilité publique, selon les degrés de contestation, elle peut être d'une conclusion rapide ou plus longue. Mais si je veux raccourcir les délais, il n'y a que cette solution-là. Voilà. Donc, voilà pourquoi je soumets au conseil municipal cette idée d'intervention qui tient compte de l'urgence, qui tient compte de l'importance que nous attachons à l'idée que ce quartier retrouve au plus vite un centre social, et nonobstant le fait que la localisation, et nous étions d'accord d'ailleurs avec monsieur le président de l'association des centres sociaux, qu'il n'était peut-être pas nécessaire que la relocalisation du centre social se fasse là où il était aujourd'hui, et que finalement, rue Corneille, c'est pas trop mal, si ça pouvait se faire. Il y a une maison médicale à côté, il y a une maison intergénérationnelle, il y a des liaisons aussi de bus à l'immédiate proximité, et par-dessus le marché, on a aussi je disais maisons médicales, mais aussi pharmacies, etc. Et un parking assez large pour permettre la fréquentation du centre, y compris d'ailleurs dans ses activités extérieures. Voilà, c'est quelque chose qu'on veut tenter. Parce qu'il y a urgence. Est-ce qu'il faut passer à côté? Ou est-ce qu'il faut le tenter? La majorité s'est concertée, elle a considéré qu'il valait mieux le tenter. Voilà, parce qu'on n'est pas sûr qu'avant 2027, 2026, il puisse y avoir un autre centre social qui soit d'initiative publique ou d'initiative privée. Voilà. Ça, on ne sait pas, on ne sait pas, on n'y voit pas clair. Ça n'est pas, monsieur Godeau, un problème d'argent. C'est un problème de droit. C'est un problème d'urgence sociale. Et ça, évidemment, je comprends que vous ne puissiez pas toujours comprendre. Voilà, donc le sens de cette délibération. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention sur ce point? Non? Donc je vais mettre aux voix cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est très important le vote de cette déclaration d'utilité publique. Donc que ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Et bien voilà. Ça donnera plus de force à notre demande auprès du propriétaire. Et je peux vous assurer que la préfecture suit d'extrêmement près l'aboutissement de ce dossier. Parce que dans un quartier de politique de la ville, avoir un centre social sauvagement agressé, mais vite reconstruit, c'est important. Voilà, merci. Nous arrivons aux délibérations de M. Charles, la délibération numéro 14. Merci, monsieur le maire. Il me semblait bien, madame. Alors, en complément des activités déjà existantes au centre socio-éducatif et dans le cadre de l'accès à la culture pour tous, à destination des publics adultes et enfants, de nouvelles activités vont être proposées sur ce site. Par exemple, des expositions, des conférences, des ateliers découvertes pour enrichir sa culture personnelle, s'ouvrir aux autres, développer des pratiques artistiques. L'objet de cette délibération est de permettre occasionnellement au pôle culture d'assumer directement l'organisation d'activités en lien direct avec le patrimoine culturel et artistique. Ces activités feront l'objet d'une participation tarifaire de 2 € à 10 € par participant en fonction de la durée de l'activité proposée de 1 à 5 jours. Les recettes seront versées à la régie des recettes. Les expositions, quant à elles, seront gratuites. Voilà, j'en ai fini, monsieur le maire.
Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention, ce qui ne surprendra personne, je crois. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est donc adopté l'unanimité. Merci, Monsieur Charles. Nous en arrivons au dossier de Madame Lestienne, 15 à 17. Merci, Monsieur le maire. Le rapport numéro 15 concerne la recherche de subventions pour des travaux d'investissement. Plusieurs projets sont susceptibles de bénéficier d'un soutien financier de divers partenaires tels que l'Europe, la région, le Conseil départemental, la CAF, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le Centre national pour le développement du sport, l'État ou encore des certificats d'économie d'énergie. Les projets concernés sont l'achat d'armes et gilets pare-balles pour la police municipale, 42 000 € TTC, le remplacement de menuiseries dans les bâtiments culturels, écoles de musique, bibliothèques et boîtes à musique, 40 000 € TTC, mise en conformité des crèches, 32 000 €, modernisation de l'éclairage public, 130 000 €, la 6e phase de vidéoprotection, 150 000 € et des aires de jeu du parc urbain. En conséquence, l'administration municipale propose au conseil municipal de prendre les dispositions suivantes pour les opérations ci-dessus énumérées. Autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de tout partenaire potentiel les financements susceptibles d'être accordés pour ces projets. Autoriser Monsieur le maire à signer les arrêtés ou conventions de subvention à venir. Le rapport numéro 16 concerne également la recherche de subventions pour la réfection de la toiture de la maison de l'éducation permanente. Le coût estimé de l'opération est de 830 000 € sur 4 exercices. De la même manière, plusieurs partenaires sont susceptibles d'être sollicités pour cette opération, l'État, la métropole, la région. En conséquence, nous vous proposons d'approuver le programme de travaux et l'enveloppe budgétaire de l'opération, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de tous les partenaires potentiels les financements susceptibles d'être accordés pour ce projet et d'autoriser Monsieur le maire à signer les arrêtés, les conventions ou tout autre document lié aux subventions à venir. Enfin, le rapport numéro 17, qui devrait faire plaisir à Monsieur Godot. À nous aussi. L'attribution au fonds de concours pour la modernisation de l'éclairage public. Donc, suite à sollicitation auprès de l'AMEL de fonds de concours pour la rénovation de 600 points lumineux, l'AMEL a décidé de nous octroyer une aide financière de 49 711,20 €. Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, une convention d'attribution entre la commune et l'AMEL doit être signée. Et donc, en conséquence, l'administration municipale propose d'accepter le fonds de concours d'un montant maximum de 49 711,20 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention. J'ai terminé, Monsieur le maire. Je m'en étais aperçu, madame, je n'ai pas été saisi de demande... Ah si, demande d'intervention, excusez-moi. Une demande d'intervention de Monsieur Soyer sur la 15. Elle est maintenue, Monsieur Soyer? Oui, c'est Monsieur Félix. D'accord. Allez-y, monsieur. Ah, pardon. Voilà, on recommence. J'ai annulé tout le monde, là. Voilà. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, mon intervention est plutôt une question concernant la recherche de subventions relative à l'achat d'armes et gilets pare-balles d'un montant de 42 000 € pour notre police municipale. Cet achat est fondamental et indispensable et je le soutiens éventuellement. Évidemment. Cependant, je me demande si cette somme peut servir également, le cas échéant, à renouveler des uniformes et matériels actuels abîmés. Nous souhaitons que nos agents de police puissent pleinement effectuer leur mission au quotidien avec un parfait équipement. J'en ai fini, monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. Je meurs d'envie de passer la parole à Henri Gadot. Qui en est ravi d'ailleurs, vous voyez son enthousiasme. Ouais. Alors, est-ce que vous habillez mal vos policiers, monsieur Gadot? Alors, je suis étonné de la question parce que les uniformes, enfin toute la dotation vestimentaire change à la demande des agents, donc il n'y a pas de refus, il n'y a rien de là-dessus. Donc encore dernièrement, on vient de changer certains matériels. Là je ne comprends pas trop la question, mais pour moi, il n'y a pas de problème de changement. Si des fois, il y a un agent qui a quelque chose qui a un problème, faut en parler.
Mais sinon, à ma connaissance, il n'y a pas eu aucun refus. Il y a peut-être des retards de livraison de fournisseurs s'il y a une commande. Mais sinon, ils ont tous des bonnes chaussures avec des bonnes semelles. Et sinon, la dotation et la subvention, c'est effectivement pour l'achat d'armes. Et les gilets pare-balles, c'est pareil, c'est comme toute chose, il y a des dates de péremption, des nombres d'années d'utilisation, donc on doit en changer. Oui, je pense sincèrement, je ne vais pas épiloguer sur ce point, qu'on n'est pas en retard de dotation. Les renouvellements se font régulièrement. Il y a deux données nouvelles. La première, c'est que les équipes ont été renforcées. Et qui dit renforcement, dit évidemment nouveaux équipements, nouvelles acquisitions. Et puis nous tenons beaucoup à la sécurisation de nos agents. Et au lendemain des émeutes urbaines, j'ai veillé à les équiper de casques et de boucliers parce qu'on s'est aperçu, d'ailleurs grâce au renforcement de la gendarmerie mobile qui a patrouillé dans nos rues pendant 3 semaines, que voilà, sur certains événements un peu particuliers, les équipements n'étaient pas adaptés. Et répondant à la demande des agents, j'ai veillé à ce qu'il y soit pourvu assez rapidement. Mais justement, et je reviens là-dessus, il y a un point sur lequel je ne mégoterai jamais, c'est sur la sécurité de nos agents. Et les gilets pare-balles, comme le disait Henri Gadot, ont une durée d'obsolescence et donc il nous faut à chaque fois les vérifier et tout défaut dans la qualité du gilet mérite d'être réparé et dès lors qu'il n'est plus certain qu'il puisse être lui-même imperméable, eh bien il vaut mieux pouvoir le remplacer. C'est assez onéreux, j'en conviens, mais ça fait partie, je pense, des nécessités dès lors qu'on a à l'esprit l'idée de se doter d'une police municipale. Nous veillons à ce qu'elle dispose des moyens de son bon fonctionnement. Voilà, je pense pouvoir vous rassurer sur ce point. Ceci dit, l'acquisition n'était que de 42 000. On va aller chercher peut-être une subvention auprès du FIPD, c'est à peu près 20%. Donc l'État, s'il nous subventionne, nous donnera 8 000, mais le reste des 42, des 34 000, on devra quand même les assumer. Et si de toute façon, je vous rassure, si l'État ne nous donne pas les 8 000, on dépensera les 42. Ils sont d'ailleurs inscrits au budget. Et ce serait un plus si nous avions un petit peu plus. Mais nous ne sommes pas ni à défaut ni en retrait. D'ailleurs, sinon, Madame la première adjointe en charge des ressources humaines, dans ces comités sociaux de territoire, serait sans doute interpellée, ce qui n'est pas le cas. Voilà, vous pouvez être rassurés sur ce point. Et donc, je vais donc mettre aux voix peut-être les 3 délibérations d'un coup, 15, 16, 17, je suppose, je n'ai pas eu de vote contraire. Des votes contre, 15, 16, 17. Des abstentions. Donc, vos délibérations, madame, sont donc adoptées à l'unanimité. Vous pouvez aller chercher vos sous et encaisser ce qu'on a perçu, bien entendu, ce qui est déjà fait, d'ailleurs, au demeurant. Madame... pardon, excusez-moi. Monsieur Delfosse, je pense que vous avez été vigilant. Donc, vous avez les rapports 18 à 20, monsieur Delfosse, pour des avenants que vous présenterez avec beaucoup d'esprit de synthèse, je pense. Merci, monsieur le maire. Je vais regrouper donc mes 3 délibérations. Je n'osais vous le suggérer. Merci. Le budget primitif 2024 prévoit l'attribution d'une subvention de 44 000 € à l'OMS, 25 000 € à l'association Union Sportive Waterloosienne et de 30 700 € à l'association Cohand. L'attribution d'une subvention d'un montant supérieur à 23 000 € au titre de l'année 2024 aux associations conduit l'administration municipale à proposer au conseil municipal d'autoriser, monsieur le maire, à signer les avenants aux conventions initiales. J'en ai terminé, monsieur le maire. Vous avez exaucé de belle façon mon souhait. Et je vais exaucer le vôtre car je vais mettre aux voix ces délibérations qui n'ont fait l'objet d'aucune demande d'intervention et qui, je pense, peuvent être votées globalement. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Elles sont donc adoptées à l'unanimité, monsieur Delfosse. Donc nous en arrivons au rapport numéro 21, madame Boite de Bar. On a gardé, je vais dire, la meilleure pour la fin, puisqu'il s'agit d'une délibération importante et structurante. Je vous passe la parole, madame. Merci, monsieur le maire. L'association des Amis de la Ferme de Waterloo n'a plus la capacité de mobiliser des bénévoles pour procéder aux animations et aux soins des animaux. Elle demeure néanmoins propriétaire de certains animaux et en substitution, le personnel municipal assure certains soins aux animaux, la programmation de l'équipement et l'accueil des publics. Il était donc logique de reprendre les animaux de manière officielle.
Après discussion, il est ainsi proposé par l'Association des Amis de la Ferme pédagogique de Wattrelos une reprise de ce patrimoine vivant et matériel à titre gracieux, sous les conditions que ces animaux ne soient pas revendus ni séparés de notre ferme. Ainsi, par cette délibération, nous vous proposons d'accepter la reprise des animaux, de faire sienne la gestion entière du cheptel, de gérer les animations dans le cadre de la ferme pédagogique comme c'est fait actuellement, et de décider ainsi de cette mise en application, soit à partir du 1er mars 2024. Merci. Merci Madame. J'en profite pour remercier Monsieur le Directeur Général des Services, la Direction Générale Ville Nature qui s'en occupait, les services juridiques, et de remercier aussi l'association qui a entendu notre appel, notre souhait de dégager une cohérence et de pouvoir ainsi avoir une action plus efficace encore dans ce que nous efforçons de mener dans cette ferme pédagogique. Donc vraiment, je remercierai personnellement l'association de gestion qui a apporté tout son soutien pendant tant d'années et qui nous offre la possibilité d'une sortie par le haut, comme nous le souhaitions en effet. Et merci aussi de votre opiniâtreté. J'ai dit un jour dans une intervention publique que je vous avais mis à cette place, compte tenu du caractère qu'on vous reconnaît bien volontiers, sur ce point vous n'avez pas cédé, vous avez tenu bon et aujourd'hui on aboutit, donc bravo aussi à vous madame. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention, donc je mets donc aux voix cette délibération numéro 21. Il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien, elle est donc adoptée à l'unanimité. Mes chers collègues, en vertu de l'article L21-21-18 du Code général des collectivités territoriales et conformément à l'article 22 de notre règlement intérieur, je demande que ce point de l'ordre du jour suivant, intitulé « Demande d'indemnisation d'un agent en responsabilité sans faute de la commune », se tienne à huis clos en raison des informations personnelles de la dite délibération. Cet article du Code général des collectivités territoriales précise en effet que les séances des conseils municipaux sont publiques, mais que sur demande de 3 conseillers municipaux ou du maire, le Conseil peut décider sans délai, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés qu'il se réunit en huis clos. Je vous demande donc de vous prononcer sur la formation à huis clos pour le point de l'ordre du jour intitulé, comme je l'ai déjà dit il y a un instant, demande d'indemnisation d'un agent responsabilité sans faute de la commune. Que ceux qui sont pour le huis clos le manifestent en levant la main. Merci. Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer. J'invite donc, en leur souhaitant à toutes et à tous une bonne soirée, l'ensemble des personnes présentes dans le public ce soir à quitter la salle des délibérations et je demande au concierge de fermer la porte de notre assemblée, mais également à la retransmission de bien vouloir s'interrompre sur cette décision.